Nous sommes dans une période historique. La première grande réforme date du début du XIXe siècle, avec l'université moderne qui a introduit les disciplines scientifiques. Là-dessus, aujourd'hui, nous nous rendons compte que ces disciplines qui ont permis de grands progrès, en même temps, limitent la connaissance parce qu'elles sont séparées les unes des autres. Et que cette séparation empêche de considérer les problèmes fondamentaux et globaux, qui sont des problèmes pas seulement pour la vie individuelle, mais pour notre vie de citoyen et notre vie d'être humain qui appartient à la planète. Elle devrait réfléchir sur le fait qu'elle fournit des connaissances, mais elle ne fournit pas, même à l'université, une réflexion sur ce qu'est la connaissance, c'est-à-dire les risques d'erreurs et d'illusions qui existent sans arrêt. Nous reconnaissons très bien les erreurs et les illusions du passé, mais évidemment, plongés dans le présent, nous n'avons pas la facilité de les détecter. Alors, pourquoi ce tel problème ? Parce que toute connaissance est une traduction de la réalité, à commencer par ma perception, mais surtout à travers mon langage, mes idées, ma théorie. Donc, toute traduction, comme dit l'italien, traduttore et traditore, un traducteur trahit d'une certaine façon ou risque de trahir. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la mauvaise interprétation des données, c'est le risque de l'erreur. Donc, il faudrait enseigner la vigilance à travers la connaissance et indiquer quel est le chemin pour une connaissance pertinente. Quel est ce chemin? Bien, il faut savoir contextualiser sa connaissance, pas seulement géographiquement, mais historiquement. Il faut savoir l'introduire dans l'ensemble dont elle fait partie. Parce qu'aujourd'hui, la tragédie, c'est que nous avons des experts très bien formés sur une spécialité, mais dès que le problème excède leur spécialité, ils sont désarmés. C'est que les économistes qui ont développé la science sociale la plus précise, fondée sur le calcul, ils sont désarmés devant la crise et ses développements parce que celle-ci n'obéit pas à la stricte économie, mais à 1000 autres conditions, et qu'en plus, le calcul qui est très utile ne sert pas à comprendre les souffrances et les problèmes humains de nos vies. D'abord, il faut apprendre à ce que c'est qu'être humain. Parce que nulle part dans l'enseignement, on n'enseigne que c'est que l'être humain. C'est bien comprendre notre lien avec le monde naturel, mais en même temps notre différence. Parce que par la conscience, par la culture, nous sommes différents. Nous avons une double identité, biologique, physique et proprement humaine. Et apprendre à être humain, je pense que c'est ça, avec l'aide aussi de la littérature et du roman, qui nous montre les êtres humains dans leur vie subjective, ce que les sciences objectives n'arrivent pas à faire. On a défini l'être humain comme homo sapiens, c'est-à-dire doté de raison. Or, moi, je l'ai défini comme sapiens et demens, c'est-à-dire capable de raison et de folie. La folie, c'est ce que les anciens Grecs appelaient l'hubris, le délire. Tous les grands conquérants, il y a l'ambition, la volonté de puissance. Et sans arrêt, nous avons ce jeu entre la folie et la raison. Chaque fois que nous faisons un acte rationnel, nous mobilisons une émotion. Même le mathématicien, il a la passion. Autrement dit, comment marier la rationalité et le sentiment? C'est le grand problème, là aussi, qui doit faire partie de l'éducation. D'autre part, on a défini l'humain par homo faber, c'est-à-dire qui fait des outils. Or, dès la préhistoire, dès Néandertal, on voit qu'il n'y a pas seulement le développement des outils, il y a ce qu'on peut appeler les mythologies et les religions. Et ce sont les deux aspects de l'être humain. Il n'est pas uniquement un technicien matériel, il a toute une vie spirituelle, mythologique, extraordinaire. Et ensuite, on a dit homo economicus, l'homme qui se définit par son intérêt personnel. C'est vrai de plus en plus dans notre civilisation, mais il y a toute une part d'activité qui, même dans notre civilisation, est gratuite. Il y a ce qu'on peut appeler l'homo ludens, l'homme du jeu. Nous aimons jouer, pas seulement des jeux de hasard, nous aimons jouer à différentes choses pour le plaisir. Et ce sont des activités tout à fait désintéressées, et parfois même qui nous font perdre le sens de notre intérêt. Et enfin, je dirais que je peux définir la vie
comme une double polarité entre la prose, qui sont les choses obligatoires que nous devons faire et qui ne nous donnent pas de plaisir, et la poésie qui nous épanouit dans la communauté, dans l'amour, dans la sympathie, dans le jeu. Et c'est la poésie de la vie qui nous fait vivre. Sinon, la prose nous fait survivre. Et je pense que c'est ça aussi que l'éducation doit dire, que chacun doit développer ses possibilités de jouir poétiquement de la vie. Et à ce moment-là, l'enseignement de l'esthétique, de la musique, de la peinture, des arts, ce n'est pas un luxe, ce sont quelque chose qui nous apprend à jouir poétiquement de la vie, des choses, à jouir d'un papillon, d'un oiseau. Arracher l'éducation à des fonctions de plus en plus productivistes, mercantiles, professionnelles, pour revenir à ce que je vous disais, à la phrase de Jean-Jacques Rousseau, apprendre à vivre, c'est apprendre aussi à vivre poétiquement.